Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'armée française face au défi de la guerre en Ukraine. Les militaires réclament plus de moyens pour faire face à l'éventualité d'un conflit de haute intensité. On va voir ce que le président Macron a annoncé aujourd'hui à Toulon. Notre pays manque de matériel, de munitions et d'effectifs. La Russie, de son côté, ordonne le retrait de ses troupes de la ville ukrainienne de Kherson. Que va-t-il se passer pour le bateau Ocean Viking qui a demandé à la France de le laisser accoster pour pouvoir faire débarquer les 234 migrants qui sont à son bord? Le bras de fer se poursuit entre la France et l'Italie. La Commission européenne s'en mêle. Elle appelle au débarquement immédiat de tous les migrants. Enfin, l'invité de 18h30 sera l'écrivain Franz-Olivier Gisbert. Il nous dira ce qu'il pense de l'état de la France et s'il y a ou non un délitement à l'œuvre dans notre pays. Voilà pour les grandes lignes de ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. De grosses perturbations à prévoir demain dans les transports en commun d'Île-de-France. À Paris, 5 lignes de métro seront totalement fermées sur le RER, un train sur 3 sur la ligne A, 1 sur 2 sur la B. Une grève mal comprise évidemment par les utilisateurs des transports. Écoutez-les, interrogez cet après-midi à notre micro. On ne comprend pas la motivation de ces grèves. Je suis bien entendu pour le droit de grève, dans certaines limites aussi. Moi je dis qu'on est sur un volcan, vous voyez les pays qui se révoltent partout, et nous qui avons un pays qui est quand même riche, on fait quand même la grève tout le temps. Ah si, j'en ai marre parce qu'à chaque fois il y a des grèves, des travaux, c'est tout le temps la même chose et ça sert à rien parce qu'ils ont rien du tout qui change, donc je comprends pas. La bronchiolite bat des records d'hospitalisation. Santé publique France précise que les passages aux urgences et les hospitalisations ont atteint des niveaux inédits, jamais enregistrés depuis 10 ans pour les bébés. Actuellement, les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% de ces passages aux urgences, notamment chez les enfants de moins de 2 ans. Marseille se dit prête à accueillir l'Ocean Viking. Le navire et ses 234 passagers secourus en mer n'ont toujours pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. La ville de Marseille propose d'ouvrir son port. Écoutez le maire, Benoît Payan. Au moment où je vous parle, l'Ocean Viking, il est dans les eaux territoriales italiennes. Et à la grande honte de l'Italie et de l'Union européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, est en capacité de les accueillir. Voilà, on y revient dans un instant dans les débats de Punchline. Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. C'est depuis un bâtiment militaire, depuis Toulon, que le président a présenté ce matin les nouveaux défis de la défense française. Écoutez-le. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Voilà, et puis la Russie ordonne, je vous le disais, le retrait de ses troupes de Kherson, un retrait qui constitue un nouveau revers pour le Kremlin. Kherson avait été la principale prise russe au début de l'offensive contre l'Ukraine. Ce repli s'ajoute à celui de la région de Kharkiv en septembre. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à vous. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir mon cher Geoffroy. On vient d'entendre Emmanuel Macron. Il était à Toulon ce matin. Un déplacement pour que les militaires comprennent un peu la vision stratégique qui sera celle de notre pays dans les années à venir. On voit le contexte de la guerre en Ukraine et on voit les replis stratégiques des Russes. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que la France pourrait faire face à une guerre comme est en train de vivre celle qui se déroule en Ukraine? Est-ce qu'elle est autonome vis-à-vis de sa propre défense? On fait le point avec Augustin Donadieu et on en débat ensuite en plateau. La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région Indo-Pacifique où la menace est de plus en plus prégnante selon le consultant défense Bruno Clermont. Effectivement, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique
qui préfigure avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on s'est entraîné. Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème, le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant. Pour Bruno Clermont, en cas de conflit majeur, impossible de faire face à un effort de guerre prolongé. Vous savez que les Rafales, il y a une centaine de Rafales dans l'armée de l'air. Les bâtiments de guerre, on a une quinzaine de bâtiments de guerre de niveau 1. On a à peu près 220 chars de combat et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme. Selon les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France. Voilà pour l'état des lieux. Joseph Massescaron, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire face à ce type de conflit ? Les généraux aujourd'hui nous disent non. Je veux dire qu'on n'a pas assez de munitions, on n'a pas assez de pièces de rechange, on n'a pas assez de matériel. On ne pourrait pas tenir sur un conflit d'une haute intensité comme en Ukraine. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais quand on veut éviter la guerre, il faut préparer la guerre. Joseph Massescaron. Il y a une sorte de cohérence, si je puis dire. C'est-à-dire que, en fait, le problème que l'on constate sur la question qui est une question de défense, vous pouvez le reporter sur l'école ou sur la santé. C'est-à-dire à chaque fois, vous retrouvez... C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un logiciel qui a arrêté de fonctionner. Alors, moi, un peu me chaud de savoir si c'est de la faute d'Emmanuel Macron, de François Hollande, Nicolas Sarkozy, que sais-je. C'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est sur cette question, en effet, il y a des généraux qui disent attention, avec le type de conflit que nous allons avoir du type russo-ukrainien, nous ne sommes pas armés. Je me souviens, sur ce plateau même, il y a plusieurs mois, je disais par ironie, mais on n'aura pas assez de munitions, de cartouches, tout simplement. Comme nous n'avions pas assez de masques, voilà. Donc là, nous savons. Alors, j'ai entendu avec beaucoup d'attention ce matin sur une radio Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, parce qu'il était juste interrogé sur cette question. Et finalement, sa réponse, qui était sa réponse principale, était mais ce type de conflit, on ne le verra pas sur notre sol. Et nous avons une dissuasion nucléaire. Bien. Or, il faut savoir. Gardons-nous de ces déclarations imprudentes. Voilà. Or, aujourd'hui, justement, ce que nous savons, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis, c'est vrai que ça a été rappelé par l'expert que vous avez fait intervenir, général. Nous sommes aussi un peu partout dans le monde. Je vais prendre un exemple d'un dossier sur lequel nos politiques en général s'intéressent peu, pardonnez-moi d'être long, c'est celui sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, nous allons vers une situation qui va être de plus en plus tendue, voire explosive, parce que, pour le faire vite, il y a une société de minerais qui s'appelle SLN qui risque de fermer. Ce sont des milliers d'emplois, parce que Eramet, tout simplement, ne peut plus supporter la SNN, et le gouvernement fait comme si rien ne se passait. Bien, tout ça, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, en effet, sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Donc il faut qu'on soit prêt à tout sur le sol national pour revenir sur la question de départ. Il n'y a pas tout sur le sol national. Donc oui, il y a un effort considérable à faire. Quand j'entends... Alors, mon dernier point... Oui, dernier point, et je passe la parole. Allez-y, Joseph. Quand j'entends, en effet, dire également le président Macron en disant que, je cite, il faut être mieux formé dans le temps. Bien sûr qu'il faut être mieux formé dans le temps pour l'opération Barkhane, mais il y a un point qui est un point absolument essentiel. Et je crois que si Jean-Pierre Chevènement, qui était un grand ministre de la Défense, fera date, aussi bien pour la gauche que pour la droite, c'est sur ce point-là, c'est que lorsque l'on s'engage quelque part, il faut avoir en tête la réponse politique que l'on donnera pour l'après. Et ça, à chaque fois que nous sommes engagés dernièrement, nous ne l'avions pas, cette réponse politique. J'ouvre le jeune sur la capacité de la France à pouvoir réagir face à un conflit de haute intensité. Mais Joseph parlait des militaires qui alarment un peu dans le désert, en fait, ou en tout cas qui crient un peu dans le vide. Et il y a quelques années, maintenant en 2017, je crois, le général de Villiers, qui venait de démissionner de son poste de chef d'état-major des armées, avait écrit un livre dans lequel il écrivait que nous aurions affaire, dans les années qui viennent, à des états-puissances qui, eux, se réarmaient massivement. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les puissances militaires que nous voyons aujourd'hui, en fait, ont entamé ce processus depuis des années. Et nous, non. Nous, on a plutôt tendance à avoir des batailles budgétaire pour quelques millions d'euros. Et je lisais récemment... 3 milliards d'euros supplémentaires alloués au budget de la Défense. Et je lisais récemment, et justement, donc, je ne peux que louer l'effort budgétaire fait depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la question de la défense.
Et malgré tout, je lisais dans la presse récemment que pour renouveler rendre possible le fait que soit renouvelée notre capacité d'avoir ce qu'on appelle des patrouilleurs océaniques, c'est en gros les bateaux qui entourent les sous-marins nucléaires avant leur mise sous l'eau, c'est-à-dire en gros ils partent de leur base et ils plongent beaucoup plus loin, et donc du coup il faut qu'ils soient protégés sur la distance qui les sépare du moment où ils plongent vraiment sous l'eau. Il faut quelques millions d'euros de plus de rallonge budgétaire au moment dans le budget de la défense. Et il y a eu des discussions extrêmement dures entre les militaires et Emmanuel Macron, qu'il a fini par leur répondre, et j'ai lu cette phrase dans la presse qui m'a édifié, vous n'allez pas m'emmerder pour 20 millions d'euros de plus sur 400 millions, parce que j'ai fait l'effort. Et en réalité, la défense, c'est particulier, c'est compliqué. C'est du temps long, c'est quelque chose qui engage l'avenir du pays, et il ne faudrait pas lésiner là-dessus. Et malheureusement, et je blâme pas Emmanuel Macron, qui fait l'effort, il fait un effort, c'est indéniable. Mais malgré tout, est-il suffisant l'effort? C'est la vraie question. Voilà, c'est la question. En un mot, Karim, parce que en un mot, je vais faire comme on l'a fait tout à l'heure avec des chiffres qui sont édifiants. On avait 4% du PIB qui était consacré à la défense en 1991, sous Sarkozy 1% du PIB, donc 2007. Nous avions 30% d'effectifs en plus dans l'armée française en 1991 que ce que nous en avons aujourd'hui. 1350 chars, on en a 220 aujourd'hui. Donc on a 25% de nos canons César aujourd'hui qui sont en Ukraine. 25%. Imaginez si nous sommes en difficulté demain. Et nous avions 700 avions militaires. On en a moins de 220 aujourd'hui. Donc ces chiffres sont édifiants. Je veux dire, on a fait plus que diviser par deux nos capacités en matériel militaire et 30% des effectifs en moins. Quand vous parlez avec des militaires en off, ils vous expliquent que leurs conditions sont dramatiques. Donc en OPEX par exemple, quand on se compare à d'autres pays, donc en opération spéciale, et notamment aux États-Unis, qui est un pays, on le sait, qui investit beaucoup dans l'armement, mais la réalité c'est que nous avons pris un retard considérable en 30 ans, et que si demain un conflit venait nous frapper, nous ne serions pas prêts. On fait une toute petite pause, on poursuit ce débat qui est très intéressant sur l'état de l'armée française. Est-ce qu'on a la capacité à répondre si un agresseur, quel agresseur, on se posera la question aussi, en venait à nous attaquer? On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.